Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Alexia Demar et je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien des Cannes Techniques. C'est le grand retour du soleil à Cannes et nous sommes en direct du festival depuis le pavillon de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Et nous accueillons aujourd'hui Jacques Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS, qui va nous parler de l'évolution des compétences et des métiers du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle. Bonjour Jacques. Bonjour Alexia. Alors Jacques, une grande étude prospective a été menée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives, les ICC. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet et de ses objectifs ? Oui, effectivement, merci Alexia. Donc, pour ceux qui l'auraient oublié, l'AFDAS, c'est déjà l'opérateur de compétences des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, c'est un organisme qui finance la formation professionnelle. Et dans nos missions aussi, nous réalisons un certain nombre d'études sur l'emploi, l'évolution des compétences et la prospective et l'avenir des métiers de nos filières. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tout naturellement, à la faveur de l'actualité qui commençait à poindre sur l'année 2023, nous avons décidé de travailler sur l'intelligence artificielle, sur son impact sur les compétences. Nous, on ne va pas du tout parler ici de son impact en termes de droit d'auteur, en termes d'évolution des propriétés, en termes économiques, mais de ce qu'il change en termes de travail et de ce qu'il change pour l'avenir des personnes qui aujourd'hui occupent des métiers et qui demain occuperont peut-être un autre métier, peut-être un métier différent et en tout cas des compétences qui ne seront plus tout à fait les mêmes pour exercer ces métiers. Donc on a travaillé, alors c'est un partenariat que l'on a aussi avec une région, puisque c'est avec la région Occitanie qu'on a lancé cette étude. Alors c'est une terre en ce moment qui devient très importante en matière d'audiovisuel et de cinéma. Il y a un effort important qui est fait là-bas sur ces industries et sur ces secteurs. Et c'est vrai que localement, ils ont voulu déjà que l'on travaille sur l'impact de l'IA et nous aider à le faire et sur tout le périmètre des industries créatives et culturelles, puisque cette étude concerne aussi le spectacle vivant, l'édition et le secteur de la communication qui sont eux aussi tous les trois avec l'audiovisuel et le cinéma présents à l'AFDAS. Voilà pour ce qui est un petit peu du contexte institutionnel et du lancement des travaux. Et vous attendiez quoi de cette étude ? Quels étaient les objectifs principaux que vous souhaitiez atteindre ? Alors, faut dire que il y avait quand on a commencé à travailler là-dessus en 2023, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'IA. Je pense qu'il y en a encore dans nos différents secteurs. En termes il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître et qu'est-ce que vont devenir un certain nombre de personnes qui aujourd'hui exercent des métiers, comment les compétences vont se transformer. Il y avait une imagination très forte sur une arrivée très massive et très forte des technologies d'IA. Donc, on a un petit peu dépassé les constats de stupeur et on voulait rentrer plus dans le dur de la description des compétences impactées et d'essayer de voir quels pourraient être les scénarios de déploiement et comment tout ça pouvait s'articuler. Puisqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, il y a 0 métier qui ont été détruits par l'IA dans le cinéma et de l'audiovisuel. Nous, on en constate déjà, notamment sur des secteurs comme la publicité, où là, il y a un impact très fort depuis déjà plusieurs mois, notamment sur les métiers de la documentation. Mais dans les secteurs plus créatifs, on va dire que l'impact, pour l'instant, en termes d'emploi, il est plutôt modéré et que derrière, on est plutôt dans une transformation et que les choses vont s'appliquer, s'accélérer, suivant un timing qu'on ne connaît pas encore réellement et bien. Voilà. Oui, en fonction des industries, c'est un peu à 2 vitesses. C'est à 2 vitesses et je pense que l'étude le souligne. Ça dépend aussi du niveau de création qui est mis en œuvre dans le secteur professionnel. Plus on est sur des secteurs à forte création, à forte valeur ajoutée, à forte implication personnelle, à forte intelligence humaine, puisque on va devoir aussi un petit peu dans le registre de langue opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. On peut le voir que l'impact d'IA, il va être important
en termes d'outils de travail, il va être multiplié, mais qui ne va pas totalement remplacer l'intelligence humaine dont on aura fortement besoin. Et ce qu'on pourra voir aussi un petit peu plus dans le détail, c'est que l'IA peut être aussi un support important à la création et aussi démultiplier la création et l'accompagner. Et alors, tout à l'heure, je passais le long de la plage et il y a la plage Microsoft. Et ils ont un slogan qui dit que l'IA n'est pas créative et que le créateur, c'est nous. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut retenir aussi ce mot d'ordre, ce slogan, même s'il est un petit peu simpliste, dans la vision qu'on peut en avoir. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les principales conclusions de cette étude ? Alors oui, je voudrais déjà un petit peu, alors ça on en a déjà parlé, je voudrais déjà identifier les enjeux et les impacts, parce que ce que je vous décrivais tout à l'heure, et là on le voit très bien à l'écran maintenant, c'est que c'est pas tout à fait la même chose en fonction des différents secteurs. L'audiovisuel et le cinéma, c'est quand même des secteurs très technophiles, qui sont en demande de transformation, qui sont en demande de nouvelles techniques. Le cinéma s'est toujours emparé des nouvelles techniques mises à sa disposition, et depuis sa naissance, pour évoluer, pour se transformer, pour offrir de plus belles images, de plus belles histoires aux différents publics. Ça, c'est quelque chose de très patent. Et on est quand même dans des secteurs où les personnes qui travaillent, et notamment tous les personnels techniques, s'autosaisissent assez facilement des nouvelles techniques et des nouvelles dispositions. Et les créateurs aussi s'autosaisissent des nouvelles technologies pour accompagner leur création, leurs nouveaux films ou la diffusion de ceux-ci. Voilà, donc on est quand même sur un terreau sectoriel qui est très favorable au déploiement des nouvelles technologies. Ce que les moins des secteurs, on va dire, un petit peu plus traditionnels des industries créatives, comme l'édition de livres, notamment, où effectivement, là, on voit que les impacts sont plus mesurés, la maturité d'entrée dans la technique les moindres. Le spectacle vivant, c'est un petit peu la même chose. Donc, on voit que on a un secteur très mature, on a un secteur très favorable au développement de nouveaux usages. On a un niveau de compréhension, d'adoption des outils qui est aussi important, puisqu'on a des personnes qui sont aussi très techniques et qui sont en capacité de rentrer dans toutes ces techniques et de les analyser, de les utiliser à bon escient. Et derrière, le corollaire de tout ça, c'est qu'on a un niveau d'évolution des compétences dans la filière qui va être aussi très important. Puisque vu que ça va bouger énormément, les compétences aussi vont bouger. Il va y avoir un changement et une réallocation des compétences à l'intérieur du secteur. Voilà, c'est un petit peu... je pense que c'est beaucoup plus important que le passage au numérique qu'on a vécu maintenant il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus. Je ne vois pas le temps passer. Voilà, et que derrière, on aura une transformation dont on ne mesure pas encore totalement les impacts, mais qui va derrière être très présente et être là et apporter aussi beaucoup de choses positives aussi pour la filière. Et malheureusement aussi détruire quelques métiers au passage. Oui, parce que le passage au numérique, ça avait changé une grande partie de la chaîne de production, et l'intelligence artificielle, ça touche aussi aux artistes, à l'écriture, des choses qui avaient eu moins d'impact sur les métiers quand il y a eu ce passage au numérique. Oui, alors on va le voir tout à l'heure, parce que j'aurai quelques diapos à vous présenter. Donc on a découpé la filière en trois moments: le moment de création, le moment de production et le moment de diffusion, pour voir où sont un petit peu plus les bougers. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi un peu en introduction de tout ça, alors on insiste beaucoup sur l'esprit pionnier des entreprises du secteur, sur les aspects aussi dans un pouvoir en détaché en termes de gain de temps, en termes de gain entre guillemets de productivité, et aussi en termes d'économie de moyens quelque part, parce que des choses qui se faisaient avec des technologies extrêmement complexes jusqu'à présent vont se faciliter, vont être rendues plus faciles et vont être plus usitées grâce à ces nouvelles technologies liées à l'IA. Alors on peut se le dire aussi, il y aura des effets de substitution. Donc il y a certaines compétences qui seront remplacées par d'autres. Il y a des compétences qui sont aujourd'hui très importantes qui vont l'être moins.
et au contraire des choses qui ne sont pas très importantes qui vont venir repasser par-dessus tout ça. Et en tout cas, ça va bouleverser l'ordre, sans doute, de travail et d'organisation de la filière professionnelle. Notamment, ça va rendre plus facile, sans doute, les prévisualisations d'œuvres en création. On va sans doute pouvoir aller plus loin que le storyboard, aller plus loin que des choses que l'on fait pour se donner une idée de ce que va donner le prochain programme. Les frontières entre post-production, pré-production, production pourraient avoir tendance à s'estomper avec ce genre d'outils aussi. Donc de rendre aussi une filière qui est encore assez découpée en quelque chose de beaucoup plus unifié, de beaucoup plus quelque part en temps réel, hein, même si c'est une expression un peu abusée. Et puis derrière, on va assister quand même à un repositionnement des équipes entre les techniques et les créatifs. On va avoir des barrières techniques qui vont s'estomper, qui vont être beaucoup plus utilisables par les personnes qui sont dans la création. Et derrière, on va avoir une espèce de fusion aussi de l'ensemble de tout ça. Voilà. Et du coup, les métiers qui vont être le plus impactés par tout ça ? Alors, les menacés, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Voilà. Bon, on voit bien, alors nous on a un peu découpé ça. Alors bon, on a décidé que le jeu vidéo faisait partie de l'audiovisuel. Voilà, c'est une revendication qu'on pose ce matin. Je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde. Bon, en tout cas, c'est une réalité de métier sur le territoire où on l'a étudié, où ces entreprises-là sont quand même très proches des secteurs de l'audiovisuel. Notamment avec les moteurs de jeu qui sont utilisés au cinéma aujourd'hui. Tout à fait, il y a une fusion des techniques, une fusion des professionnels. Donc on voit bien que tout ce qui tourne autour de la motion capture, ça va, avec l'IA, beaucoup changer. Qu'on n'aura pas forcément plus très besoin des animateurs de motion capture, que ces choses-là vont être remplacées par d'autres technologies. Donc tout ce qui est issu de la traduction, on va avoir des outils de plus en plus performants aussi sur l'utilisation de traduction. Alors aujourd'hui on est quand même assez balbutiement, mais l'autre jour je me suis amusé, j'avais un PowerPoint en français, maintenant il y a des outils pour le traduire en anglais ipso facto, et c'est plutôt bien fait. Voilà. Et puis tout ce qui est métier de la voix, et ça je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, j'en parlais hier avec Jimmy Schumann du SFA CGT sur les métiers du doublage, sur les métiers de la voix off, sur les métiers de la création vocale et sonore. Voilà. Et aujourd'hui, on peut reprendre la voix, par exemple, de DiCaprio et avec la même tonalité, la transposer en français grâce à des intelligences artificielles. Tout à fait. Il y a des outils qui commencent à arriver. Alors, c'est vrai que ça pose la question du travail pour les professionnels du doublage. Après, moi, ce que je ne sais pas, mais l'avenir nous le dira, est-ce que ces outils-là, est-ce qu'une intention formulée en anglais est la même que celle formulée dans une autre langue ? Est-ce que la machine ira jusqu'à ce niveau de détail ? Est-ce qu'on ira jusqu'à... Est-ce qu'on est quand même dans un travail d'interprétation ? C'est quand même assez fort. En tout cas, il y aura des effets. Et puis, on le voit bien, il y a déjà des solutions qui existent, notamment pour certains programmes audiovisuels, notamment les programmes d'information, où il y a déjà des solutions de traduction instantanée qui se font. Alors là, il n'y a pas de problème d'interprétation, on n'a pas de problème d'intention, on est sur des choses très factuelles et pour le coup, ça marche très bien. Et puis après, voilà, tout ce qui est le secteur cinéma, animation, donc tout ce qui va être les métiers du design, de l'illustration, aussi les métiers de la post-production. On peut se poser des questions aussi sur les métiers d'étalonneur, de bruiteur. Voilà, ça c'est aussi des choses. Il y a certains métiers aussi de la gestion qui vont être impactés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant on est dans la révolution des IA génératives. Les précédentes générations d'IA étaient sur de l'automatisation de tâches. Là, on est sur l'automatisation de la pensée, finalement. Donc, tout ce qui était... Et les métiers qui vont être le plus impactés, c'est les métiers à forte densité intellectuelle.
et qui vont derrière et qui sont plutôt aujourd'hui des métiers qui étaient préservés des phases d'automatisation. Hein. C'est vrai, quand on regarde les grandes cartographies d'évolution des métiers, on voit que les métiers de l'administration, les métiers financiers, les métiers de juristes, les métiers d'organisation de travail et de production sont potentiellement des métiers qui pourraient être totalement révolutionnés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on est aussi sur ce périmètre, hein, on voit les métiers de producteurs, les métiers de directeur de production, de gestionnaire de production. Des métiers qui utilisaient très peu les nouvelles technologies jusqu'à présent, ou enfin qui l'utilisaient, mais par rapport au métier du cinéma, effectivement, sous des formes très excellisées, on peut se le dire, mais qui vont sans doute pouvoir basculer dans des choses beaucoup plus perfectionnées. On pourra avoir des outils sans doute qui pourront... Alors, je ne suis pas un expert là-dessus, mais produire des plans de travail grâce à l'IA de façon très facile et beaucoup plus rapide qu'ils le sont faits aujourd'hui. Voilà. Donc, et puis, on a aussi beaucoup d'inquiétudes sur le métier storyboarder. Alors, c'est un métier dont on parle souvent dans la filière animation, qui est un métier assez stratégique tout de même. Bon, là, il peut se poser aussi des questions par rapport à l'évolution de cet emploi et sa pérennité. Et puis enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, toute la chaîne de post-production, de montage, là on est quand même dans des choses où on va sans doute voir arriver assez rapidement des solutions techniques très robustes. On va sans doute voir arriver un certain nombre d'évolutions qui vont faire des bougées importants parmi les professionnels. Après, tout ce que je vous dis, là, ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on en connaît, comme dans toute évolution métier, on n'en connaît pas forcément le rythme. Bon, moi, dans une précédente vie, il y a de ça longtemps, ça me rajeunit pas, je m'étais occupé de la transition de toute la filière photochimique du cinéma. C'est vrai qu'avant que ça commence, on disait qu'on allait en avoir pour des années, puis en fait ça s'est passé en quelques mois et en quelques années. Donc voilà, on ne peut pas forcément faire de prévisions très fiables parce que tout ça, ça dépend d'un contexte économique, oui. Ça dépend d'un contexte de décision aussi de pouvoir public, ça dépend aussi de bouger qui se font à l'international. Et dont on n'est pas les seuls acteurs, nous Français, sur notre territoire et notre périmètre. Et puis on a vu une accélération ces derniers mois quand OpenAI a présenté Sora, qui n'est pas encore accessible, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une accélération et en même temps on n'arrive pas à voir un petit peu sur ce qui est présenté, qu'est-ce qui est vraiment prêt ou pas pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est difficile du coup d'avoir une vision sur l'avenir à court et à long terme. Oui, alors c'est vrai que tous les outils qu'on nous montre, les outils grand public d'IA, bon pour l'instant on peut penser que c'est un petit peu gadget, on peut penser que c'est pas très au point, surtout quand on en fait des essais personnels. Voilà, en tout cas, il y a aussi des personnes qui savent déjà utiliser ces outils-là de façon puissante et intéressante. Hein, faut pas se le cacher. Ça pose une question aussi de maturité, entre guillemets, de concurrence des individus par rapport à l'utilisation de tout ça. Voilà, mais c'est quelque part la formation professionnelle qui devra un petit peu remettre tout le monde au même niveau et qui devra faire en sorte que derrière, pas des personnes qui soient un petit peu oubliées au bord de la route. Alors là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est le découpage en trois niveaux. Donc là, on est sur les métiers créatifs. Bon, moi je discute beaucoup avec des scénaristes parce qu'on travaille beaucoup avec la Cité européenne des scénaristes, hein, qui est une école importante dans le milieu du scénario et qui travaillent déjà sur l'intégration de leur programme de formation d'outils d'IA sur la création audiovisuelle, sur le scénario audiovisuel. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont pris le parti, ils s'en servent déjà professionnellement en tant que scénaristes, d'utiliser ces outils-là, notamment pour faire des travaux de synthèse,
sortir d'impasse narrative, relancer aussi le processus de création, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas forcément. C'est qu'aussi ces outils d'IA peuvent être, alors ils ne vont pas créer forcément, mais peuvent être des supports ou des aides à la création et au relan de création. Oui, il ne faut pas oublier que ce sont des outils avant tout. Voilà, tout à fait. Donc c'est que derrière l'outil, il y a un individu qui va prompter, qui va le nourrir, qui va le charger, et que derrière, jamais la machine va vous inventer un scénario. Enfin, moi je dis jamais, je suis un petit peu catégorique. Bon, il y en a qui vous disent autre chose. Et qu'il y aura toujours un humain pour alimenter quelque chose et pour décider que si oui, non, c'est viable, c'est pas viable. Et en tout cas, peut-être aussi inventer une autre histoire avec ce que la machine a sorti. En tout cas, il utilise un petit peu comme ça aujourd'hui. Voilà, ils ont observé aussi des pratiques professionnelles qui se passent aux États-Unis. Ils ont déjà un certain nombre de personnes qui l'utilisent, même s'ils ne le disent pas. Voilà, et que derrière, on est sur quand même aussi des outils qui peuvent très puissamment aussi aider la création et aider la réflexion créative. Au niveau des territoires, il y a des disparités. Du coup, vous citiez les États-Unis. Alors bon, oui, parce que c'est le pays où tout ça a été inventé quand même. Hein. Donc nous, on est représentant de la vieille Europe. On est un continent moins empreint de technologie. En tout cas, on va dire que les grandes entreprises de la tech mondiale ne sont pas forcément européennes. Voilà. Mais on est un continent et un pays de création. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'on va se démarquer. C'est qu'on a toujours su utiliser les technologies pour la création et qu'aujourd'hui, création intellectuelle, la création de spectacles, la création d'œuvres, elle est fait beaucoup sur le continent européen et en tout cas avec un savoir-faire qui aussi est français et qui nous est reconnu de façon internationale. Voilà, donc on peut espérer, on ne sera pas maître de la technologie, mais on sera peut-être maître de la façon de s'en servir. Hein, donc on dit souvent, nous, à l'AFDAS, qu'on est un petit peu l'opérateur de compétences des métiers du numérique appliqué. Voilà, qu'on n'invente pas les outils numériques, mais que tout collaborateur, tous les salariés, tous les professionnels du secteur s'en servent pour créer des choses, des idées, des œuvres, et que c'est en ça que c'est intéressant. Voilà. Et puis derrière, l'autre impact en création, c'est qu'on va sans doute pouvoir plus facilement voir, apercevoir les œuvres créées avant qu'elles soient totalement créées, puisque aussi c'est des outils qui vont pouvoir créer des formes de prévisualisation, des formes derrière de choses qui vont permettre aussi de se donner une idée de l'œuvre, en tout cas de pouvoir créer aussi plus facilement des portfolios d'images qui sont en rapport de l'œuvre, de susciter aussi de l'intérêt, de susciter aussi de la réflexion par rapport à l'œuvre en devenir. Et on pense peut-être que les créateurs vont se servir de ça pour amplifier leur réaction, leur création et amplifier leur réflexion. Oui, peut-être aider les gens qui sont du côté de l'écriture et de la réalisation, qui ne sont pas forcément des techniciens et qui pourront du coup avoir une idée un peu plus précise de la finalité. De ce qui va être fait et de comment ça va être fait. Et dans tout cas, peut-être de pouvoir choisir aussi à un moment de comment ça ne va pas être fait. Puisque ça pourra permettre aussi ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est les apports. Après, derrière, quelles vont être les nouvelles compétences requises? Alors bon, on va parler beaucoup d'hybridation des compétences. C'est un mot qui revient souvent. Maîtriser l'IA, mais aussi maîtriser sa propre création personnelle. Maîtriser son intelligence humaine pour le faire combiner avec cette intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de rapports assez critiques sur l'IA qui disent que si l'IA réfléchit à la place de nous, que va devenir l'être humain, qui ne sera plus exercé à réfléchir. Je pense que vraiment le pari, ça sera de réfléchir avec l'IA, de se servir de l'IA pour réfléchir et pas de faire l'inverse. Et qu'à ce stade-là, on aura peut-être gagné quelque chose et pas forcément être devenu esclave
d'un outil façon film d'anticipation. Voilà. Tout ce qui va être aussi derrière le travail de curation, d'orientation, de la création. Voilà, ça c'est des compétences de savoir retenir aussi des hypothèses, savoir trier tout ce que va sortir la machine. La modération de l'outil va devenir très très importante. Il va falloir dompter l'IA. Voilà. Oui, et puis en fonction des entreprises qui créent les intelligences artificielles, il peut y avoir une forme d'autocensure de la part de l'intelligence artificielle qu'il faudra connaître aussi. Oui. Oui, totalement, puisque effectivement, toutes ces machines-là ne se nourrissent que de choses que l'on y met. Donc on peut projeter un certain nombre d'interdits où naturellement, en fonction de ce qu'elle récolte, elle peut décider que certaines choses sont interdites. Et l'interdit ne fait pas bon ménage avec la création. Voilà. Exactement. Voilà. Donc on est bien d'accord là-dessus, parce que si on ne veut pas que tout ça nous sorte perpétuellement de l'eau tiède, va falloir perpétuellement l'alimenter. Voilà, donc après nouveaux métiers arrivés, alors je vous dis les profils hybrides IA, IH, donc voilà, maintenant je voudrais que vous repartiez avec cette expression-là entre vos mains, l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine. Faut pas oublier ça. Alors le prompt engineering, c'est la personne qui va nourrir l'IA. C'est comment on prompte l'IA, comment on renseigne l'IA, comment on la sollicite pour obtenir quelque chose. Et derrière, on voit bien des métiers de designer évoluer. Et puis derrière aussi le programmeur, qui sera aussi un individu, une personne, un métier très important dans cette évolution-là. Et pour la production ? Alors la production, oui, je vois que vous voulez qu'on passe à la prochaine diapositive, si on peut utiliser ce mot de l'ancien temps. Oui. Voilà. Donc là, effectivement, tout ce que je vous parlais en termes d'évolution, du travail administratif de production, l'organisation des plannings, des devis, la prise de notes. Voilà, on sent bien qu'on va avoir des outils puissants qui vont aussi fortement apporter à la filière. Tous les métiers de la post-production, on en a déjà largement parlé, l'étalonnage, tout ce qui va être concerné le son, la modélisation 3D aussi, tous les métiers de montage. Voilà, alors les outils ne sont pas encore tous posés, mais les outils existants vont intégrer de plus en plus fortement de l'IA. Il y a des phases de production, de post-production qui sont un peu pénibles aujourd'hui, qui le seront peut-être plus demain, en tout cas qui sont lourdement transformés. Oui, les métiers fastidieux vont peut-être être amenés à disparaître. Ben oui, parce qu'on va rentrer dans des zones d'automatisation qui vont faire en sorte que des tâches très fastidieuses pour un être humain vont être pouvoir faites très rapidement par une machine. Mais voilà, il y a les deux aspects, parce qu'il y a l'aspect disparition des tâches fastidieuses, et puis aussi certains aspects de choses de travail très intellectuelles qui peuvent être supplantés par des machines IA. Voilà, l'autre jour, pour la blague, on avait fait un séminaire à l'AFDAS pour nos administrateurs, et puis l'intervenant avait dit le premier métier qui va disparaître, c'est celui de dirigeant d'une entreprise. Parce qu'on aura sans doute des machines qui pourront faire la direction de l'entreprise mieux qu'un dirigeant qui y met un peu trop d'humain, qui y met un peu trop d'affect. Et en tout cas, on aura peut-être quelque chose qui viendra supplanter. Bon, je pense que c'était largement pour aussi un petit peu la plaisanterie, mais que derrière, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que des métiers très intellectualisés qui n'ont jamais été touchés par l'automatisation, maintenant, avec ces nouvelles technologies, vont l'être. Voilà, donc on est sur des évolutions de compétences fortes dont je vous ai indiqué derrière. Alors toujours la compétence de prompt, de chargement de l'IA. On n'a pas suggéré à l'éducation nationale d'apprendre à tous les enfants à prompter. Voilà. Mais effectivement, on voit bien que ce métier-là, la compétence de prompt engineer, elle ressort souvent. Elle est très persistante dans les différents travaux sur l'IA, et que c'est quelque chose qui va être un petit peu dans le dur de la compétence mise en œuvre. Voilà. Et puis les évolutions des métiers. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on voit pas encore toutes. Alors on parle d'opérateurs d'IA sans véritablement savoir ce qu'il y a derrière, mais on voit que tous les métiers de l'opération vont être bougés, qu'on va avoir aussi peut-être des gens qui étaient en post-production qui vont pouvoir venir exercer leur métier directement sur le plateau. Il y a une certaine fusion aussi des moments entre le plateau et la post-production qui vont se trouver réalisables via l'IA. Voilà. Et pour la diffusion. Et oui, voilà, je me doutais qu'on en arrivait là. Alors bon, là, c'est quelque chose qu'on a le moins creusé puisque l'étude s'y prêtait pas, mais que effectivement derrière, le grand enjeu aussi, c'est l'analyse des goûts et des choix du spectateur. Alors, on est beaucoup là-dedans depuis l'arrivée des plateformes audiovisuelles. Avec les fameux algorithmes qui vous proposent des programmes qui vous font plaisir, qui moi 99% ne me font pas plaisir. Mais ça, c'est mon problème à moi. Et que on va être de plus en plus aussi dans des outils qui vont pouvoir faire de la recommandation, de la prédiction, encore de façon beaucoup plus approfondie de ce qui existe aujourd'hui. Et qu'en tout cas, ça va encore accentuer l'individualisation de la diffusion. Pendant des années et des années, on était quand même sur des médias de masse. On choisissait pas forcément ce qu'on allait voir, on n'en choisissait pas l'horaire, on n'en choisissait pas le moment. Que maintenant, on est dans une forte individualisation des désirs du spectateur. Ou d'illusion d'individualisation. Je vous rejoins aussi là-dessus. Et que d'une très grande fragmentation de l'offre. Et qui font que, on a aujourd'hui des plateformes avec des milliers et des milliers de programmes donne une profondeur de ce qu'on peut voir de façon très très importante, mais aussi on a un petit peu l'illusion de se perdre au milieu de cette profusion d'offres et de plus trop savoir vers où aller. Voilà, donc il y a aussi ça, on est quand même sur une explosion totale de l'offre de programmes, de cinéma, audiovisuel. Enfin, je pense qu'on peut voir un petit peu... L'homme n'a jamais eu autant de choses à disposition. Mais en tout cas, il faut aussi se préoccuper de l'accès des œuvres au public parce que ça va être aussi un enjeu très important. Et comment utiliser au mieux ces outils, du coup, et de faire un peu de, comme vous l'avez indiqué, de l'IA une alliée. Alors, oui, alors c'est une démarche un peu en 3 temps. Je pense qu'il y a un aspect d'acculturation importante. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts, mais globalement, on parle un peu tous d'un truc qu'on ne connaît pas bien. Nous, ça a été très frappant aussi au niveau de l'AFDA, c'est notre conseil d'administration, qui est un conseil d'administration où il y a des représentants employeurs et des représentants salariés. Donc il y a des débats parfois forts sur l'emploi, sur l'évolution de l'emploi, qui avait l'année dernière beaucoup de craintes sur l'IA et dont on a choisi de faire un séminaire avec l'ensemble de nos administrateurs, avec des experts de l'IA sur ce qu'est l'IA, comment ça se fait, son histoire, puisque c'est une histoire, l'histoire a commencé dans les années 30 quand même. Donc on a beaucoup parlé d'Alan Turing, de la machine Enigma, pour ceux qui se rappellent de ça. Et puis on a aussi beaucoup fait des tests avec eux d'IA. On a demandé à l'IA qu'est-ce que l'AFDAS. Et là on a eu catastrophe industrielle totale. On a fait des tests, on a démythifié le truc, on a dit il y a une consultante qui a eu un mot un peu magnifique, qui a dit vous savez, ChatGPT c'est un bon garçon, il veut toujours vous répondre même quand il ne sait pas, et donc il y a des fois il va vous sortir n'importe quoi, il va vous sortir de l'eau tiède, et c'est ce qu'il a fait sur l'AFDAS, où on était devenu le paragon de l'institution préférée des Français, sans trop qu'on sache exactement ce qu'on fasse quotidiennement à l'AFDAS. Donc voilà, donc ça repose les choses aussi. Je pense qu'il faut regarder tout ça avec raison. Faut se confronter aussi
à ce qu'est l'IA. Alors, faut voir que ça peut être un atout, voir aussi que ça peut être inquiétant, voir aussi être conscient que ça va changer énormément de choses. Ça, je dis pas le contraire. Mais que on est aussi dans une évolution où il y a pas mal comme on n'est pas dans un monde clos, il y a beaucoup de choses qui vont aussi s'imposer à nous et qui vont arriver un peu par le haut, par le côté, par en bas, vous choisissez. Mais que voilà, ce sont aussi certaines évolutions inéluctables qui vont arriver. On va avoir du mal un peu à arrêter la technologie. Par contre, où on vit peut poser un cadre pour faire en sorte que ça se passe sous certaines conditions. Et ça c'est important. Tout ce qui est aussi autour de la culturation, de relever aussi l'offre de formation. Aujourd'hui, on commence à regarder un peu ce qui se fait en termes d'offre de formation. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on va dire qu'il y a beaucoup de formations sur la démythification, sur les premiers niveaux d'IA. Il commence à y avoir quelques formations sur le prompt. Mais c'est pas une offre pléthorique. Donc on est quand même beaucoup sur de la formation de pair à pair, de gens qui s'auto-forment, et très peu de choses qui existent dans l'écosystème de la formation professionnelle. Et puis derrière aussi, il y a un sens, il faut conserver son esprit critique, le développer par rapport à toutes ces choses. Donc ça, c'est le volet acculturation. Le volet formation, aujourd'hui, on n'est pas sur des usages stabilisés. Donc il va falloir cartographier, faire l'inventaire de ces usages et le faire de façon dynamique, pas de façon statique. Comme ça bouge énormément rapidement, on va avoir aussi besoin de référencer quels sont les usages pour derrière connaître les compétences employées, puis connaître les formats de formation qui pourraient être employés à l'appui de tout ça. Voilà, donc on va avoir aussi un sujet sur la stimulation de la créativité. Comment garder sa créativité, la singularité dans un monde d'IA. Et c'est ça qui fera qu'on se démarquera par rapport à de la création très standardisée que pourrait sortir l'IA de façon thématique. L'empreinte de l'individu, dans ce contexte-là, va devenir très très importante. Et puis, tout ce qui va être aussi derrière la veille technologique, puisqu'on voit bien ces outils-là sortent, il y en a un petit peu toutes les 2 heures. Donc, voilà, il y a une notion de veille qui sont importantes. Et puis, troisième point, c'est l'accompagnement. Puisque les entreprises devront réfléchir, les collectifs de travail, par rapport au modèle économique dans lequel elles s'inscrivent vis-à-vis de l'IA. Vont devoir se repositionner. Aujourd'hui, ils occupent une place, alors qui est certaine, mais va y avoir des bougées en termes d'organisation de la filière, d'organisation économique de la filière. Et puis, au stade de l'entreprise et du collectif de travail, il va falloir aussi réfléchir à des politiques et à de la gouvernance de l'IA. Dans quel cadre on l'utilise, comment on l'utilise. Est-ce qu'il n'y a pas des règles déontologiques par rapport à son utilisation? Je pense beaucoup notamment aux médias et à l'information. On sort un petit peu de notre sphère de discussion, mais ça pose aussi d'importantes questions par rapport ne serait-ce qu'à la vérification des sources, à la vérification de l'information. Voilà, il y a aussi beaucoup de réflexions aujourd'hui dans les entreprises de médias sur jusqu'où, comment, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'IA. Tout ce qui va être aussi autour de la réallocation de la chaîne de valeur. Donc ça, on l'a déjà vu par le passé. Le passage au numérique a fortement changé la chaîne de valeur du cinéma. Là, ça va aussi perturber les acteurs en place et perturber les entreprises. Et que les entreprises aussi et les professionnels devront aussi se remettre dans cette chaîne de valeur à une place un petit peu différente, puisque le jeu va en être très fortement perturbé. Et puis derrière, tout ce qui va être la mise en place d'un plan de formation, ça c'est quelque chose aussi qui va être à faire, à renforcer. Là, on est encore aujourd'hui beaucoup sur des constats d'observation, mais il va falloir aussi très rapidement rentrer aussi dans l'action formation derrière.
Et enfin, tout ce qui va être, on en a un peu parlé aussi, la sécurité des données. On est quand même dans un environnement en Europe où il y a des règles RGPD, donc de contrôle des données, de sécurisation des données, de propriété des données. Ça, c'est très important aussi à l'ère de l'IA. On ne peut pas tout balancer dans une IA. Parce que les choses deviennent de moins en moins confidentielles. Et puis derrière aussi les questions de financement que ça va poser pour les gens qui voudront se saisir de l'IA, puisque effectivement la technique va aussi changer beaucoup les flux financiers et les flux de rémunération derrière. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations Alors c'est le moment publicité, donc c'est pas Jean Mineur mais presque. Alors, on a un site AFDAS Observatoire, qui vous avez toutes les études mises en ligne, réalisées par les équipes de l'AFDAS dans le cadre des observatoires des branches professionnelles, sur tous les secteurs couverts par l'AFDAS. Je vous rappelle qu'on est présent dans les métiers de la culture, du sport et du tourisme, donc ça fait un périmètre important. Donc nous, notre passion, c'est d'informer, de cultiver et de divertir les publics. Effectivement, on a toutes nos études qui sont stockées sur ce site Observatoire AFDAS. Merci Jacques. On va passer aux questions, s'il y a des questions de la part du public ou des questions en ligne. Jimmy, il n'a pas de question. Jimmy, il n'a pas une question? Ah, bah si. Allez, Véronique. Il y a une question dans le public. Jacques parlait de formation. Quel type de formation il existe aujourd'hui? Et moi, pour avoir un peu discuté avec des personnes, pensent vraiment que la formation se fait sur le tas, en ligne, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des formations spécifiques qui vont voir le jour? Peut-être qu'il y a des projets déjà. Et quel type de formation te semble les plus pertinentes sur cette question de l'IA générative? Alors, merci Véronique. C'était une question de Véronique Dumont, parce que c'est pas... Pardon. Voilà. Alors, je te rejoins, c'est l'étude le remarque, il y a un certain scepticisme des acteurs professionnels par rapport à la formation. On a l'habitude, ça a toujours été comme ça. Effectivement, on est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des milieux où les gens s'auto-forment beaucoup, se forment beaucoup de pair à pair. L'appareil de formation ne va pas ipso facto tout de suite sortir des contenus. Je vous ai dit aussi, ce qui était très présent aujourd'hui, c'était plutôt de la formation de premier niveau, de découverte. Mais qu'en tout cas, au fur et à mesure que ces choses-là vont se développer, il y a des contenus de formation qui vont émerger de façon importante. Le moment, ça va être un petit peu ce moment de transition où il n'y a pas de contenu de formation, où finalement beaucoup les gens apprennent de pair à pair, mais quand tu apprends de pair à pair, il y en a qui n'apprennent pas. Et il y a des biais. Il y a, on va dire, une inégalité des personnes par rapport à ça. Et on l'a beaucoup vu sur un secteur qu'on connaît bien tous les deux, qui est le film d'animation, où finalement, derrière, on a dû travailler aussi sur l'acquisition de compétences alors qu'il n'existait pas de formation. Et ça s'est fait aussi par des formations en situation de travail, par des systèmes de compagnonnage, par des systèmes d'alternance, par des systèmes où finalement on travaille aussi, on apprend en travaillant, ce qu'on avait fait sur les métiers de technical director. Donc là, on le fait depuis maintenant, je crois qu'on est à la 6e promotion de technical director formé sur un parcours financé par l'AFDAS. Dans les métiers du film d'animation, où finalement les gens vont assez peu en organisme de formation et apprennent beaucoup sur le terrain avec un mentor, un compagnon, quelqu'un qui leur apprend, et voire même aussi où l'apprenant peut apprendre aussi des choses à son mentor. Ça marche aussi parfois dans les deux sens. Donc on va être
Et de toute façon, beaucoup aussi maintenant dans l'évolution de la formation, on va être beaucoup sur ces questions-là. On va être aussi beaucoup sur des questions de micro-learning, de changement de format. On va avoir une approche aussi beaucoup plus dynamique de l'ensemble de ces choses. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'on a un rôle justement à jouer dans cette période où il n'y a pas de contenu de formation, parce qu'il va falloir avec des travaux comme ça, qu'on soit aussi un petit peu une boussole. Voilà, pour permettre à tout le monde de passer le cap et de voir apparaître des contenus. Voilà. Donc ma réponse est qu'on en est conscient, on l'a déjà fait et on le refera. Est-ce qu'il y a une autre question ? Puisque je suis invité à le faire, l'observation-question. Jimmy Schumann du syndicat français des artistes interprètes. Alors les questions d'abord, l'observation après. Question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour les artistes interprètes à part reconversion. Deuxième chose, c'est tous les mots-clés étaient quasiment là, mais attribués surtout aux entreprises. Je ne pense pas que les entreprises vont pouvoir faire grand-chose sur la gouvernance sans que les gouvernements ont fait d'abord davantage sur la gouvernance. Parmi les choses qu'ils peuvent faire, c'est d'ajuster la directive sur le droit d'auteur, parce que tu n'as pas parlé du droit d'auteur dans la sécurisation des données. Il n'y a pas que le RGPD, il y a aussi les directives droit d'auteur qui doivent être respectées. Et la directive de 2019 doit être transformée pour que on ne puisse pas seulement... Il n'y a pas que les prompts qui peuvent être piqués. Nos voix, nos images sont déjà piquées pour alimenter les modèles, les grands modèles, les large models. Et c'est avec ça que les gens font leur prompt. Alors s'ils vont prompter sur des choses qui sont à nous, il y a des problèmes. Donc il faut vraiment les former, ces prompteurs, sur le respect de ce qu'ils utilisent pour prompter et le respect des textes en vigueur. Nous sommes déjà dans les voix confrontés tout de suite déjà aux voix clonées, aux voix artificielles. Et c'est pas pour l'instant, malheureusement, l'AFTAS qui va pouvoir nous aider. Par contre, il va avoir besoin sans doute de reconvertir. Et c'est dommage que ce soit la seule piste qui nous est offerte avec l'AFTAS, parce que nous, on fait confiance à l'AFTAS. Alors, Jacques. Ouais, merci Jimmy. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'a pas encore le gouvernement mondial à l'AFDAS, donc voilà. Non, après, effectivement, on en a parlé. C'est vrai que les éléments de contexte, de régulation des États, de régulation aussi au niveau européen sont très importants là-dedans. Alors ça, c'est des enjeux que nous, on ne maîtrise pas, mais c'est des enjeux qui peuvent sécuriser, accélérer ou avoir d'autres effets collatéraux par rapport au déploiement des techniques. On en est bien conscient. Et c'est vrai que vous pouvez compter sur nous. Hein. On est aussi le premier défenseur des droits d'auteur et des droits de la personne. Et on n'entend pas changer d'avis. Après, effectivement, où je partage tes inquiétudes, c'est qu'il y a aujourd'hui une partie de travail qui est importante pour les artistes-interprètes qui risque de disparaître ou d'être moins. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura aussi de nouvelles sources de travail qui vont apparaître ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore bien le dire, mais on peut peut-être l'imaginer. Et en tout cas, derrière, on est, nous, au niveau des artistes, des intermittents du spectacle, des auteurs, aussi votre maison pour accompagner en formation, accompagner en reconversion, accompagner aussi sur de nouveaux métiers. Je pense que vous avez aussi la chance qu'on travaille ensemble là-dessus et qu'en tout cas, on a toujours su créer des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et je pense que les artistes, les comédiens notamment, ils ont beaucoup de compétences qui vont pouvoir être utilisées, parce qu'on a parlé aussi de l'intelligence humaine et que c'est des personnes qui en sont fortement dotées. Voilà. Alors, il y a une question en ligne. En quoi l'IA peut avoir des impacts sur des prétentions salariales des salariés pour une entreprise qui l'utilise, et comment y pallier ? Parce que c'est le niveau d'expertise. Voilà, donc on voit bien, il y a des personnes qui vont développer de nouvelles compétences, qui vont fatalement demander à ce qu'elles soient rétribuées.
ça va aussi perturber la chaîne de valeur, c'est-à-dire que des activités qui étaient, on va dire, mobiliser beaucoup de moyens financiers, générer des revenus, vont peut-être moins les générer aussi. Voilà, donc aujourd'hui on est peut-être un petit peu trop tôt pour expliciter comment tout ça à l'euro près va se réallotir, mais qui effectivement, comme dans tout bouleversement technologique notable, ça induit des bouleversements économiques et qui vont du source de revenus qui va être générée par la filière jusqu'à la fiche de paye finale de l'individu. Ça c'est patent. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Jacques. Je t'en prie. Et on peut l'applaudir. Alors, nous ne sommes pas frigorifiés. Non, pas encore. Non, pas juste encore. le temps au moins de vous dire, donc de vous remercier à nouveau, Jacques. Et moi, je vous dis à demain. Je vous retrouve avec Rémi Pillot qui va nous parler des batteries électriques pour les tournages de cinéma qui sont construites par PES Énergie. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.